Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le flic de Beverly Hills, sans jamais oser le demander. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte, le flic de Beverly Hills. Et mes inspecteurs sont... Commissaire Jeff Domenech, flic et voyou. Ahwel, Axel, Ahmed, Atmen, Kelif. Eh mec Et bienvenue dans Ciné-Chat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et de vous avoir enfin en binôme. C'est vrai, je me suis dit, quoi de mieux qu'un cinébuddy passionné avec l'accent du Sud et qui avale un peu ses mots, sinon deux cinébuddies passionnés avec l'accent du Sud et qui avalent un peu leurs mots. Alors, vous avez vos bananes pour les pots d'échappement ? Oui. Parfait, on part pour Los Angeles, ça tombe bien, j'y suis déjà. Beverly Hills 90210, et je laisse la parole à Jeff qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé sobrement « Do I have to move to River Oaks and bleach my fucking skin so I can look like these white folks ?» Donc au départ, c'est Don Simpson qui en 77 essaye de percer dans le milieu du cinéma. Il produit pour $6,000 l'équipé du Cannonball, il participe à... Attends, lequel équipé du Cannonball ? Le premier, le tout premier, c'est en 67. Avec Roger Moore, tout ça et tout, là Le tout premier, ouais. Il met $6,000 là-dedans, et il rentre assistant chez Paramount, etc. Et il a ce projet, mais qui n'est pas au départ un projet du tout comique. C'est un truc assez sombre. Et il y a pas mal d'acteurs qui s'y intéressent. Le premier, c'est Mickey Rourke. Et malheureusement, comme il y a des délais qui ne se font pas, Mickey Rourke ne peut pas être là. Stallone s'accapare le projet, et il appelle le personnage Axel Cobretti. Qui deviendrait plus tard Cobra, le flic qui a des lunettes qui réfléchissent plus que lui. Et surtout, un petit cure-dent en allumette. Ouais, et puis il mange sa pizza avec des ciseaux aussi, très important. Toujours, magnifique, sur le jeu. Et Stallone a le pouvoir à l'époque, évidemment, c'est un des patrons d'Hollywood, de réécrire les scripts. Et il réécrit complètement le script. Et il fait un truc assez noir, comme le sera Cobra d'ailleurs, hein. C'est pas un film gay, quoi. Par exemple, le personnage de Rosewood meurt au milieu du film, etc. Donc ça n'a pas été accepté par Paramount. Mais Don Simpson a dit dans une interview que c'était un des meilleurs drafts qu'il avait lu au niveau dramatique et tout. C'était quand même assez bien écrit dans le film noir. Stallone s'en est ressorti. Mais moi, j'ai lu au départ, c'était en 77, et c'était un flic qui venait de East LA, donc d'un mauvais quartier de Los Angeles, entre guillemets, et qui allait à Beverly Hills. Donc effectivement, c'était plus dramatique. Et il n'y avait pas Detroit, il n'y avait pas Détroit encore. Non, après ils ont fait Pittsburgh, et puis après ils se sont mis sur Détroit. Et vous savez pourquoi Scorsese a refusé de faire le film ? Oui, moi je sais, parce que ça ressemble au shérif à New York. Exactement. Bravo. Il y a Cronenberg aussi qui était sur le projet. La version de Cronenberg, il se serait sorti sans revolver du ventre. Non, il disait aussi que c'était aussi une version beaucoup plus édulcorée que dans la chaleur de la nuit par rapport au rapport. C'est vrai. C'est pas inintéressant ce que dit Scorsese. Il a parlé pas que de ce que sur les trivia que tu vois, il parle de ça, mais moi j'ai lu dans un bouquin qui disait que ça ressemblait à dans les rapports un peu ce qu'a très bien fait après Martin Brest sur Dans la chaleur de la nuit. Effectivement, mais Jeff et Atman, est-ce que vous connaissez une série télé qui s'appelait Beverly Hills Billies, où tu avais une bande de rednecks du milieu des États-Unis qui arrivaient, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui s'installaient à Beverly Hills. C'est un peu les tuches à Beverly Hills. Voilà, c'est ça. Et Martin Brest, le metteur en scène d'un flic à Beverly Hills, a dit « Mon film est un mélange des Beverly Hills Billies et de Dans la chaleur de la nuit ». Ah bah, tu vois. Ouais. On est vraiment pas loin. On reviendra sur Don Simpson après. Et en fait, finalement, donc, ils embauchent un acteur local, puisque Eddie Murphy avait fait 48 heures et un fauteuil pour deux avec Paramount. Et c'est lui qui arrive sur ce projet. Donc voilà ce que je peux dire de la genèse. C'est vrai, c'est Daniel Petrie, le scénariste Daniel Petrie Jr. Et Danny Lobac. C'est Danny Lobac qui travaille au Canada. D'accord, mais ensuite tu as Daniel Petrie Jr. qui amène le scénario plus vers la comédie. Et en fait, le script de Stallone est trop cher parce qu'il enlève tous les éléments de comédie et en fait un énorme truc avec plein d'actions. Il reprendrait plein des morceaux d'ailleurs pour Cobra, comme on a vu. Crime is a disease, meet the cure. Et en fait, Stallone se retire 2 semaines avant le tournage. Je savais pas que c'était aussi près de la date, de l'échéance de la date, c'est incroyable. Et c'est là qu'ils font appel à Eddie Murphy, qui est une énorme star et qui touche $4 millions pour faire le rôle, parce qu'on va voir que c'est après 48 heures et après le Saturday Night Live. Et tu as vu, dans le deuxième nom au générique, après Simpson et Bruckheimer, c'est une production Eddie Murphy. Oui, mais il a dû prendre des parts des parts de production quand même, là, non ? Bien sûr, mais donc il est déjà producteur alors qu'il a une vingtaine d'années sur le film. Le truc que je veux dire avant qu'on démarre ce podcast, c'est lui qui a dit il y a 3 façons de distribuer un film.
souvent on dit le casting fait la destinée d'un film. Mais là, il y a 3 façons. C'est ce qui avait été défini. Il y a la mauvaise façon, tu t'es trompé. Il y a la bonne façon, ça aurait été Stallone qui aurait fait un bon film. Et il y a la façon unique, c'est-à-dire la façon qu'envoie le film dans les étoiles. C'est-à-dire le film, et tout d'un coup, grâce à Eddie Murphy, on a autre chose qu'un flic qui arrive à Beverly Hills qui trouve ce qu'on aurait eu presque un film de série B, quoi. Tu vois, si on avait eu Stallone. Ce qu'on a eu c'est vrai. Avec Cobra. C'est Cobra, effectivement. Mais l'intérêt d'avoir Stallone dans le film. Jeff, tu parlais de Mickey Rourke, effectivement, qui était le premier comédien qui avait été pressenti. Tu sais qu'il y avait d'autres comédiens aussi. Oui, il y avait Richard Pryor, Al Pacino, Schwarzenegger, Harrison Ford, Travolta, James Caan, et puis un jeune inconnu, Bruce Willis, mais il n'était pas assez connu, donc il n'a pas été retenu. Exactement, parce que comme tu sais mieux que personne, Atman, toutes les carrières d'acteurs sont faites par des refus d'autres acteurs. Christian Bale a annoncé récemment qu'il devait toute sa carrière au refus de Leonardo DiCaprio, qui n'a pas fait successivement. Et Richard Gere au refus de Travolta, quoi. C'est ça, et ça date pas d'hier, parce que Humphrey Bogart doit sa carrière au fait que George Raft voulait plus tenir un flingue et jouer des gangsters. Oh bah putain, l'erreur. À part jeter une pièce, George Raft, qu'est-ce qu'il a fait c'était un très grand danseur, c'est lui qui apprenait à Jack Lemmon à danser entre les prises de certains lens shows. Ah putain, oui, il est très bien dans ces films. Ouais. Jeff, la musique, ça nous ramène, c'est notre Madeleine de Proust, cette musique d'Harold Faltermeyer nous ramène directement quand on était enfant, t'as vu? Il a gagné un Grammy Award avec la musique du film. Ouais. Et je trouve qu'avec 4 notes, le mec, il est devenu millionnaire, quoi. C'est incroyable parce que ça m'a fait penser, vous vous rappelez de la musique de Herbie Hancock, Rocket, les débuts du hip-hop? C'est que tu as ce côté électro-funk et ces boîtes à rythme qui étaient très nouvelles à l'époque et qui donnent une identité sonore au film. J'adore la musique électronique dans les films, de Wendy Carlos en passant par Giorgio Moroder. Il y a une grande histoire, même Tron Legacy par Daft Punk, qui est supérieur au film même. Harold Faltermeyer, il n'est pas dans une musique électronique. Quelqu'un avait dit qu'il avait fait les beaux jours des sonneries de portable. Ceux qui sont arrivés, parce que moi je l'avais téléchargé cette sonnerie. Mais le Grammy Awards, ils l'ont pas eu que pour ça, ils l'ont eu pour tout ce qu'il y a dedans. Don Henley, le mec des Eagles qui sont de Edison, tu vois. Ouais. Patti LaBelle, Tear It Up, qui est pour moi un tube incroyable quand il arrive à Los Angeles et qu'il y a la musique de fin. Moi, je la mets quand je faisais du footing. Je mettais là. C'est comme You Can Fly Now de Rocky. Hein. C'est vraiment des trucs qui te filent la patate, voilà. Oui, j'ai pensé aussi à Huey Lewis, tu sais, tout ça te ramène. Ghostbusters, tu sais, ça te ramène direct dans les années 80. On est dans les années 80 où tu as Huey Lewis, tu as l'autre qui Kenny Loggins dans Footloose. Irene Cara dans Flashdance, on est dans ce mood de clip des années 80 où tu sors pas un film sans avoir une énorme BO. C'était un truc sur lequel Don Simpson était vachement visionnaire. Il s'est rendu compte de l'importance de la musique au moment de l'arrivée de MTV. C'est pour ça quand il a fait Top Gun, la musique de Coolio pour Esprit Rebelle, Flashdance, il fait le fait d'avoir un clip avec des images du film qui passe toute la journée en boucle sur MTV, c'est des pubs gratuites. C'est ça qui a donné l'idée de faire des tubes avec ses films. Qui te permet de lancer un film avec des inconnus, puisque le clip vend déjà gratuitement le film et la musique est très entraînante. Et les types allaient souvent voir le film pour entendre la BO. Tu vois ce que je veux dire? Et la BO du film de Beverly Hills, tu peux la mettre, tu peux te faire Paris-Marseille en bagnole, tu t'emmerdes pas. Parce que... C'est vrai. Vous connaissez cette photo de Don Simpson quand il est habillé sur le set de Days of Thunder, ces jours de tonnerre, il est habillé comme Tom Cruise avec une petite tenue de conducteur automobile aussi, NASCAR. Mais ça a été son drame, hein, c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Hein. C'est quand il s'est pas suicidé, il a fait une overdose de cocaïne. Ah non, il a tué son médecin d'un coup de fusil à pompe et puis il s'est flingué, non? Ah ouais? Ah, je savais pas, ouais. Ah si, c'est très connu. Il a fait venir son médecin, là, qui devait le calmer au niveau des produits. Il l'a flingué dans la tête avec son fusil, puis il l'a retourné contre lui, c'est très connu. Quelle est ta version, Jeff? Ah, moi, c'est sa femme de ménage qui l'a retrouvé façon Elvis dans les toilettes, quoi. Je croyais que c'était ça aussi. Moi, je pensais que c'était plus proche de Elvis. Je peux dire que Jerry Bruckheimer, s'il n'avait pas signé chez Disney, juste avant, il était dead. Ils étaient dead. Hein. Vraiment, c'était un truc, ça a été terrible. Hein. Alors, Atman a à demi raison. Le docteur de Don Simpson est bien mort chez Don Simpson, mais non pas sous les coups de fusil de Simpson. Et Simpson ne s'est pas non plus donné la mort avec un fusil, mais est bel et bien mort d'une overdose, comme le disait Jeff. Il se trouve que le docteur était encore plus drogué que Don Simpson, un petit peu à la manière de l'avocat de Hunter Thompson dans Las Vegas Parano. Mais revenons à Jeff qui nous parle de Jerry Bruckheimer. Et il a eu l'élégance lorsque j'ai vu la projo à Cannes de Top Gun. Il a mis Don Simpson au générique du début. Il a mis Don Simpson. Il l'a gardé Don Simpson et je crois qu'il va le remettre sur le 3. Sur le 4, là, qui sort sur Netflix, sur le film de Beverly Hills 4. Peut-être. À propos de suite,
Jeff, de suite, 1987, 1994, tu peux nous en parler brièvement? Sans compter celle en cours, dont vient de parler Atman, et qui voit le retour d'un vieil Axel Foley. Donc le flic de Beverly Hills 2, d'ailleurs la musique du flic de Beverly Hills 2, il y a un des thèmes qui ressemble étrangement à la musique de New York 1997. Vous verrez si Tout à fait. Autre grande musique électronique, ouais. Mais je me rappelle très très bien, ouais. Et à chaque fois, ils prennent quand même des bons faiseurs parce que Martin Brest, Tony Scott pour le 2 et John Landis pour le 3. Et donc, c'est Tony Scott qui fait le film. Alors, Tony Scott, il est né un 21 juin, comme Gérard Lanvin. il est né le jour du printemps. Tu m'accueilles, là. Tu m'accueilles. Paul Sarr, François Sagan et Guy Lux. Voilà, comme ça, vous le savez. Dis donc, mais tu veux pas nous faire notre horoscope aussi? Si vous voulez, les gars. Moi, j'adore le 2. Hein. Moi, j'adore l'image du 2. Ouais. Et je n'aime pas du tout l'action du 1. Le 2, c'est celui avec Brigitte Nielsen, c'est ça? Voilà. Tout à fait. Et qui est fait par Tony Scott, donc. Et le 3, c'est celui de John Landis, où il y a cette espèce de parc d'attractions Wallis Land ou je sais pas quoi, et qui est effectivement beaucoup moins bon. Eddie Murphy avait eu une histoire avec Brigitte Nielsen. Il avait dit: je t'ai piqué ton scénario dans le 1 et après je t'ai piqué ta femme. C'est ce qu'il avait dit à Sylvester Stallone. Non, mais ça s'est très très mal passé entre les deux. C'est très tendu à cause de l'histoire avec Brigitte Nielsen, ouais. Wow. Ça c'est très. D'ailleurs, dans le 2, il y a des petits clins d'œil. Quand ils vont chez Rosewood, la Judge Reynolds, il y a l'affiche de Rambo 2, l'affiche de l'inspecteur ne mange jamais, et là on voit l'affiche de Cobra aussi. Donc, on revoit l'affiche de Cobra, ouais. Il y va donc. Une question pour le camarade Jean. Oui. Est-ce que tu vois l'acteur Judge Reynolds, là, qui joue le rôle de Rosewood? Judge Reynolds, ouais. Alors, est-ce que tu parles l'américaine? Quel acteur français le double dans le film de Beverly Hills 2? Ah, waouh, c'est une bonne question, ça. C'est un podcasteur de chez toi. C'est Edgar Givry. Eh oui. Edgar Givry. Qui était l'invité d'Abracadapod la semaine dernière pour un autre film de Bruckheimer qui s'appelle Les ailes de l'enfer. Mais c'est très marrant, il y a des acteurs qui sont dans ce film qui sont presque. Il y a des acteurs, tu vois, Maison Paramount. Tu vois, il y a comme Isa El-Batcher qui jouait dans Official Gentleman et une autre connerie derrière. Mais c'est un petit casting quand même tout autour. Hein. À part pour moi l'immense Steven Berkoff. Le 2, on revient plus dessus, non? Reviens, parle-en du 2. C'est le premier film de Chris Rock, le flic de Beverly Hills 2. Ah! Même assez inspiré. C'est drôle parce que le flic de Beverly Hills, le premier film de Damon Wayans. Donc ils donnent leur chance à des jeunes comiques africains-américains et c'est la relève, quoi. Parce qu'effectivement, on voit que Eddie Murphy, ça m'a frappé encore plus à quel point il était une synthèse de Bill Cosby et Richard Pryor. Si tu veux, c'est à la fois ce côté racial de Pryor et ce côté accepté par l'Amérique blanche de Bill Cosby, avant qu'il ait ses problèmes par la suite. Tu as vu ce qu'il a dit, Eddie Murphy, au Saturday Night Live? Non. J'ai 10 gosses, enfin 11 avec Kevin Hart. C'est drôle. Mais c'est vrai que ces enfants comme Chris Rock, comme Dave Chappelle, lui aussi a donné naissance à plein de comédiens extraordinaires. Je voudrais vous raconter brièvement la rencontre entre Eddie Murphy et Richard Pryor. Tu connais Atman? Vous connaissez Atman? Non, mais je sais. Eddie Murphy, après avoir fait ses premiers films et ses premiers surtout albums de stand-up comédien, c'était une époque où on vendait beaucoup les albums de comiques, de one-man show. Et il entre dans un avion et l'hôtesse arrive vers Murphy et lui dit: vous savez, monsieur Richard Pryor est dans l'avion. Donc on les met il va voir Pryor, il lui dit à quel point il l'admire et il lui passe une cassette de son disque. Et il dit: je vois Pryor à 3 sièges devant moi, mort de rire en écoutant mes conneries. Et il dit: ça a été le plus beau jour de ma vie parce que lui avait grandi avec Pryor et il voyait tout d'un coup qu'il faisait rire Pryor. Et il précise effectivement qu'ils sont jamais devenus amis parce que c'est non seulement pas la même génération, mais en plus Murphy, ne prenant aucune drogue, traînait pas tout à fait dans les mêmes cercles que Pryor. Oui, mais attends, Richard Pryor, ils ont quand même tourné ensemble l'ennemi de Harlem. Là. Justement, mais c'était le moment où Pryor était très très abîmé par sa sclérose en plaques et son addiction. Et effectivement, ça a été plus. Il a tourné aussi avec un autre comique noir qui s'appelle Red Fox. Je sais pas si vous connaissez, de l'ancienne génération, et ce sont tous les parents. Il se respecte beaucoup, par exemple, tu vois, il y a la série, peut-être, Jeff, tu l'as vu, la série comédienne Coffee and Cars, tu sais, comment il s'appelle avec... Seinfeld. Il y a une belle interview où il suit des comédiens, celui d'Eddie Murphy est magnifique, il parle de son rapport avec Bill Cosby qu'il est allé voir, mais qu'il a laminé, il est rentré chez lui, il l'a détruit, quoi. Il n'a pas voulu tendre la main
Mais c'est ça qu'on reproche le plus à Cosby, c'est qu'il a donné des leçons de moralité à tout le monde pendant des années, alors que par derrière, c'était le pire. Quand il a dit Eddie Murphy, il reçoit un prix il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une émission, je parlerai tout à l'heure, et il dit, qui aurait cru que Bill Cosby finirait en prison? Il fait tout un truc sur le futur, sur une machine à remonter le temps, il est très très drôle. Il arrive à faire des vannes, tu vois, c'est horrible. Donc, le film est un énorme succès, c'est un des plus gros films de 1984. Cette année-là, Il était une fois en Amérique, Jeff, Les Griffes de la Nuit, qu'on a fait avec Gilles, mon frère, L'Histoire sans fin, un film que j'aime beaucoup, La Femme en rouge, le remake d'Un éléphant, ça trompe énormément, Les Gremlins, qu'il faudrait peut-être qu'on revisite un jour. Jeff, tu suggérais qu'on les fasse pour Noël. Mais il y a Indiana Jones, le 2, et Ghostbusters aussi en 84. Exactement, tu as le Dune de David Lynch, un film très étonnant. Mais le premier, c'est le flic, hein. Le premier, c'est le flic, le numéro. La poursuite du diamant vert aussi. C'est ça, Body Double. Ah oui, Body Double, j'adore. Shout out à Laurent Vachaud. Footloose. C'est quand même l'année d'Amadeus. I Killed Mozart. Avec Jeffrey Jones. Voilà, Jeffrey Jones. Grey Stokes, ça on pourrait le faire un jour aussi, c'est quand même un film étonnant. On peut le faire avec Christophe, ça serait bien. Ouais. Christophe Lambert a une anecdote géniale, c'est un ami qui m'avait raconté au conservatoire. Il était au conservatoire, Christophe Lambert, il plantait toujours dans les auditions. Tu vois ce que je veux dire? Il disait, j'ai un casting là. Et un jour, il a dit, je viens pas, j'ai un casting pour Tarzan. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il dit à des copains, j'ai un casting, je vais passer Tarzan, mais personne n'y croit, ça n'existe pas en 80. Et il a eu Tarzan, ça a fait sa carrière. C'est drôle. Excellent, un film qui s'appelle 1984, le dernier rôle de Richard Burton, qui est un formidable film aussi avec le merveilleux John Hurt. Starman, un très bon film de John Carpenter. Ah non, c'est un nanar complet. Starman. Oh, mais Jeff Bridge est étonnant quand même. Il a dit que comme il avait raté son extraterrestre méchant dans The Thing, il a voulu faire un extraterrestre gentil qui mais il fait ta chier, mais tu te fais. Mais enfin, vraiment, le scénario, je préfère me regarder 10 plus belles la vie d'affilée. Je t'avoue ne pas l'avoir revu depuis que je l'ai vu à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé Jeff Bridge. Jeff, il y a aussi Splash. Ça, je pense que ça a pas mal vieilli. Bien que sur Disney+, t'as vu, ils lui ont rajouté des cheveux sur ses fesses. Digitalement, t'as vu. C'est honteux. En numérique. Il y a également Police Academy, un film que j'aime bien. Ah, plus vite, Taggart, ça c'est mon film préféré, les amis. Il faut qu'on fasse un spécial Police Academy, les amis. Avec plaisir. Et il ne faut pas oublier Top Secret, dans les comédies qui sont des classiques, avec Val Kilmer. Grosse année 84. Hein. Ouais, grosse année. Et Terminator, les amis, I'll be back. Quand même. C'est pas 85, Terminator? Non. C'est 84. Et Fuck avec You, Asshole. Il y a les Morphalous aussi en 84. Hein. Les Morphalous, ouais. C'est la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite, c'est ça, non? François Perrault. Voilà. Et Repo Man, vous connaissez ce film? Oui, avec Fred Ward, non? C'est un film avec Emilio Estevez et Harry Dean Stanton, qui est un film culte et qui est un film proto-Tarantino. Et voici Proto et Tarantino, on dirait des noms de clowns. On s'est égaré d'Axel Follet un peu, non? On a un peu perdu. Oui, alors revenons justement. Revenons. Attends, le film achève donc de faire d'Eddie Murphy une star, la superstar mondiale que nous connaissons. Justement, ça tombe bien car Atman Montgomery Khelif nous parle de lui dans un chapitre intitulé « Smoking that weed, feeling fine, got me a 40 and a fat ass dime ». Eddie Murphy. Pour moi, Eddie Murphy, c'est le plus grand comique noir américain de la fin des années 70. Il arrive dans une mouvance, pour moi, d'acceptation de la communauté black dans des rôles phares, mais vraiment high, comme Michael Jackson, je trouve, comme Eddie Murphy, comme après Whoopi Goldberg, comme après Danny Glover. Il arrive vraiment à un moment donné où on a besoin de voir, comme nous on a eu après plus tard Jamel, tu vois, Debbouze, qui plus tard en France. Et Eddie Murphy, il vient de cette école, enfin, on va dire du stand-up, qu'il a très tôt, en fait, je sais pas, tout était expliqué. Je vais pas raconter sa vie parce que tout est expliqué dans le one-man show Raw. Je sais pas si tu l'as vu. Il y a un petit court-métrage avec Samuel L. Jackson qui raconte vraiment enfant, famille d'accueil, parents, père assassiné. Il commence très tôt à l'école à faire le con. Il s'évade le soir à 18 ans, s'aperçoit pas, il croit qu'il va travailler dans un restaurant. Non, il va à New York faire au comic strip, faire plein de stand-up. Il est engagé rapidement alors qu'il est très très jeune. Dans la série Saturday Night Live qui commence à baisser parce que John Belushi est mort, Dan Aykroyd s'est barré. Il était au Saturday Night Live de 1980 à 1984. 84 avec la plus jeune star, il a 19 ans. Il a 19 ans. Il est à la fois, tout d'un coup, quand il explose avec 48 heures, il est à la fois une star de télé, de cinéma. Après, il devient musicien, on va voir chanteur. Donc, comme Belushi, il est sur tous les tableaux. Il est dans ce truc qui manque vraiment en France, qui a essayé de faire un peu les nuls et tout. On voyait des comiques dans des scènes de situation. On ne prenait pas des comiques dans des stand-up. Donc, dans des scènes de situation, tu vois à peu près
comment ils vont pouvoir jouer des situations avec d'autres personnages plus tard dans les films. Quand ils ont fait les Blue Brothers, on a pu tout de suite décaler un truc. Quand Eddie Murphy sort du Saturday Night Live, il est déjà dans la troupe. On lui fait travailler avec John Landis qui a bossé avec les mecs du National Lampoon du Saturday Night Live qui sont John Landis, comme plus tard. Ce qui est intéressant, c'est quand il fait 48 heures, c'est Nick Nolte la star. Et petit à petit, tout le monde, Murphy raconte que sur le plateau, tout le monde dit il est en train de voler le film, il est en train de voler le film. Il y a une légende comme quoi il n'était pas très bon et que c'est un mec des Sopranos qui l'a fait travailler. Ça, j'y crois pas du tout, parce que les gens disent que les gens l'ont vraiment vu béton et terrible et ont pensé au flic de Beverly Hills dans la scène, dans le bar, que tu dois connaître, Jeff, où je suis ton pire cauchemar avec une plaque. Il dit je suis un black avec une plaque, où il fait tout un numéro dans le bar de 48 heures en expliquant. Il tombe chez les rednecks, les mecs du KKK. Ça deviendrait sa marque de fabrique. Il arrive et il remet tout le monde en place. C'est-à-dire, c'est un black. Dans le coup de Beverly Hills, on la voit un peu là. Ils ont à peu près remis la même scène. Ils remettent la même scène à peu près. C'est le black qui vient de foutre le bordel, sauf qu'il a de l'autorité, un petit peu comme dans La chaleur de la nuit. Et c'est un mec qui démarre. Faut pas se tromper aussi. C'est un mec qui arrive aussi de la scène très rapidement. Et je pense que les grands comiques comme lui, les très très grands comiques, ce sont des gens qui ont des super voix. Et Eddie Murphy, en anglais, a une tessiture à 4 octaves, mais énorme. Il parle très, très vite, avec son sourire comme ça, la Vanessa Paradis. Il a un petit sourire sur la langue. Comme moi. Un petit peu. Il parle comme ça, donc il va comme ça. Il va très, très vite. Et tu le vois, non, mais c'est vrai. Je te l'ai fait en anglais. Il va très, très vite. On dirait Bugs Bunny. Mais oui, il parle comme Bugs Bunny. Il peut changer de voix. Il parle doucement. Le type qu'il a doublé en France, Medondo, a eu du mal quand même à le faire, ils l'ont vite trouvé, maintenant c'est un petit peu dur, mais c'est pour moi une Ferrari d'imagination, de gorge, de talent, c'est une vraie brute. Oui, parce qu'en plus il est capable d'improviser, on sent que le flic de Beverly Hills est très improvisé sur le plateau, d'ailleurs tout le monde est en bordure d'éclater de rire. Vous avez vu la scène où John Ashton rigole quand il fait le con sur le super flic? Sur le super flic, mais tu vois qu'il se tourne un peu, mais c'est veut dire il a le chromosome de Robin Williams ou de Jim Carrey, mais en black, voilà. Justement, Jeff, qui était son héros à part Richard Pryor en termes d'acting, tu sais? Non, c'est ça. Atman vient de citer Robin Williams, c'est effectivement un de ses héros, mais c'est Peter Sellers, bien sûr. Peter Sellers, mais qu'il adorait dans Bienvenue Mr. Chance, je crois qu'il en a reparlé. Oui, et puis dans Fol Amour, où justement on voit pour la première fois un personnage jouer. Enfin, on avait vu ça dans Noblesse Oblige aussi, déjà avec Alec Guinness qui jouait plusieurs rôles, mais Murphy le ferait dans Nutty Professor, tu sais, Dr. Jerry et Mr. Love. Il faisait tous les rôles. C'est fantastique. Il avait quelqu'un qui l'aimait bien. Attends, Atman, laisse parler Jeff. Ouais, d'accord, 5 minutes. Atman, tu as cité justement Med Hondo, et je trouve que la voix d'Eddie Murphy en France a fait grandement partie de son succès. C'est-à-dire, bon, les Français ne regardent pas les films en VO, hein, donc c'était important d'avoir un mec qui la voit. Et c'est un gars donc, qui a doublé Morgan Freeman, Carl Weathers, Danny Glover, Pryor, Fishburne. Mais la voix d'Eddie Murphy est tellement caractéristique, je pense que le succès d'Eddie Murphy en France est en aussi grande partie, bon, dû à son talent, mais à sa voix. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est très caractéristique. C'est vrai, ouais, non, tu as tout à fait raison. On n'a pas eu chez Adam Sandler. Adam Sandler n'a jamais percé en France parce qu'il n'a pas eu une correspondance vocale. Parce que nous, Eddie Murphy, en 84 ou 83, quand il a démarré, moi, je l'ai vu en cassette où j'allais voir les films au cinéma. En province, à Albi, on n'avait que des VF. Et c'est vrai que c'est rentré, tu vois, je veux dire, tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai, ouais. On a complètement oublié qu'il faisait Morgan Freeman, quoi. Mais c'est intéressant de parler des héros de Murphy parce que ça dit beaucoup sur lui, en fait. Parce qu'en dehors des gens cités, il a aussi des icônes. Il aime Mohamed Ali, Bruce Lee, Chaplin et Elvis. Donc il se met directement dans la cour de ces gens-là. Et effectivement, pendant 10 années de sa carrière, il n'a pas tort. Parce que quand on revoit même les sketchs de Saturday Night Live, où tu te rappelles quand il faisait du whiteface, il se déguisait en blanc, il expérimentait l'Amérique comme un blanc. C'est quand même des grands classiques de la télévision américaine. Martin Brest. Jeff, qu'est-ce qu'il a fait, Martin Brest? Oh, il en a fait pas mal. À Paris-Brest. Il a fait un court-métrage avec Danny DeVito, son premier truc en 72. Et derrière ça, il a enchaîné quand même après le film de Beverly Hills. Il a fait Retour avec Joe Black, Le Temps d'un week-end, qui avait bien fonctionné. Et Midnight Run, qui est un film que j'adore avec De Niro. Aussi, bien sûr. Malheureusement pour lui, en 2003, il commet un film qui s'appelle Jiggly. Pacino, Christopher Walken, ça commence bien, mais derrière, il y a Ben Affleck et Jennifer Lopez. Mais c'est pas de leur faute, c'est la faute du scénario. Le film reçoit quand même 6 Razzie Awards, les 6 principaux, en 2003. Hein. Et il a même, l'année suivante, un autre Razzie Award pour la pire comédie des 25 dernières années, pour les 25 ans des Razzie Awards, et il n'a plus jamais retourné maintenant. Wow. Non, mais surtout, c'est Joe Black qui l'a tué, les amis. Il faut revenir. C'est un budget de ça n'avait pas marché, Joe Black? Ça a marché. Aux États-Unis, en Europe, ça avait quand même marché, aux États-Unis moins, mais
derrière, ils lui ont proposé un autre film avec un gros budget. Oui, mais c'était le début de la fin. Tu peux pas supporter le côté clown Il est très bizarre ce film sur la longueur. On est sur ce côté très policé, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique d'un type comme Martin Brest. Martin Brest, il travaille sur des confrontations sociales et ethniques, sur la longueur, sur des politesses qui peuvent marcher avec un mec comme Eddie Murphy qu'on peut laisser en roue libre, ou même Charles Grodin ou De Niro, mais qui ne marchent pas dans la comédie sur comment il s'appelle, Brad Pitt, qui en niveau comique ferait déprimer une école de clown. Pour moi, vraiment, tu vois, je veux dire, il est très très mauvais, quoi, je veux dire, avec sa petite cuillère à essayer de montrer qu'il vient de découvrir la vie comme un extraterrestre. Mais Brad Pitt, c'est comme Johnny Depp, ce sont les acteurs qui se sont améliorés avec le temps. Tu regardes leurs films après, ils sont de meilleurs en meilleurs, en fait. Johnny Depp était bien meilleur déjà que Brad Pitt d'entrée de jeu. Son court-métrage dont je vous parlais avec Danny DeVito, ça s'appelait Un hot dog pour Gauguin, et c'est DeVito qui veut faire exploser la Statue de la Liberté et prendre le cliché. Voilà, c'était c'est les origines du pingouin. Oui, là, sur Martin Brest. Il aurait dû réaliser Jour de tonnerre, le Jour de tonnerre de Brest. Voilà. Bravo. Ah non, mais moi, il est tard, je prends. Jean Weber, signing off. 48 heures, en 1982, il fait le Saturday Night Live. Et c'est Nick Nolte qui doit être l'hôte du Saturday Night Live ce soir-là, mais il est malade. Il a dû faire trop la fête la veille. Et il est remplacé la dernière minute par Eddie Murphy. Et vous connaissez l'intro du Saturday Night Live en Amérique, ils disent « Live from New York, it's Saturday night ». Et là, il a dit simplement « Live from New York, it's the Eddie Murphy Show ». Il a déclaré. Ah, déjà. Il a changé le titre carrément d'Eddie Show. Donc ça montre à quel point il était énorme. Un fauteuil pour deux en 1983, il continue son ascension. Extraordinaire film aussi. Donc il est souvent avec un blanc, tu vois, c'est des body stories. Et puis tout d'un coup, le flic de Beverly Hills, il est tout seul. Il devient une énorme star. Mais 48 heures, il faut en parler juste avant. C'est presque à la genèse du film de Beverly Hills. Il y a une violence, il y a même une façon de filmer et un duo très, comment s'appelle le film, Dans la chaleur de la nuit, que tu retrouves, mais que tu n'as pas dans Un fauteuil pour deux, parce qu'il y a un fauteuil pour deux. Il y a cet humour de John Landis qui vient directement pour moi du Saturday Night Live, mais que tu n'as pas dans les deux autres. Tu as raison, mais c'est vrai que Walter Hill est un meilleur metteur en scène d'action que Martin Brest, qui est plus un metteur en scène de comédie, et que les scènes d'action du flic de Beverly Hills sont un petit peu génériques. En le revoyant le film hier, tu as parfois, maman, l'impression d'être un petit peu dans une série télé, si tu veux, alors que Walter Hill a toujours une invention, un côté très... La scène du bus, la scène du bus dans Walter Hill, d'ailleurs, je reparlerai après de la première scène avec la musique de Neutron Dance, tu sais. Ouais. La première scène d'action du film de Beverly Hills au début, il y a des stock shots de 48 heures quand le bus dérape, n'est pas du tout. Tu sais, quand il y a un bus qui dérape, ça n'est pas du tout dans le film. C'est-à-dire qu'il réplique un stock shot de la Paramount. Et si tu regardes le plan, ça n'a rien à voir. On n'a même pas d'establishing comme quand le camion voit le bus. C'est juste un dérapage contrôlé d'essai dans 48 heures. Mais même Walter Hill fait un truc mieux que Martin Brest. Tu vois, l'intro d'Eddie Murphy dans 48 heures, qui est son intro dans le cinéma mondial et dans l'inconscient des gens quand il est en train de chanter Roxanne dans la prison, c'est beaucoup plus fort que lui dans ce camion de cigarettes. Non, dans le camion de cigarettes, quand il dit « Regarde ma bouche », il me dit « C'est $1 mec !» Ouais, c'est quand même un truc que tu retrouveras jamais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ce sont quand même ça fait un peu des sketchs qu'on a déjà beaucoup vus et c'est pas aussi fort que quand on les découvrait à l'époque. Si tu veux. Il y a une routine que fait Murphy qui a perdu un peu sa force. Nous, on ne le savait pas. On savait pas. Nous, on n'avait pas. À l'époque, c'était une vraie nouveauté. Maintenant, comme ça a été beaucoup imité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Murphy, c'est lui qui amène toutes les connotations raciales. Et le fait que ce type arrive dans ce Beverly Hills qui est très blanc. Et ça, Martin Brest le combat un petit peu là-dessus au départ. Et en fait, il avait bien raison. Il sait le faire, ça, Martin Brest. Il sait mettre un chien dans un jeu de quilles. C'est ça tout l'intérêt du film, sur le rapport ethnique, social. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Parce qu'il y a un racisme larvé qui est génial. Face aux méchants, face aux flics, tu as des mecs très procéduriers qui n'osent pas dire « écoute Coco, t'es noir, là, tout est propre, même la bagnole, t'es chez les gens très très riches, tu as un mec qui arrive de Détroit, c'est-à-dire qui arrive, dès le générique on te dit, le mec il arrive d'une poubelle, et tu vois, je veux dire, c'est carrément, il arrive, on te filme les quartiers vraiment les plus pourris de Détroit et on le fout carrément chez les riches, et il y a vraiment, c'est un peu Colombo, quoi, quand Colombo va enquêter chez les riches, tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, j'y ai pensé aussi, c'est ça. Murphy fait un film qui s'appelle Un roi à New York, Coming to America. Tu connais l'histoire, Jeff? Il a volé le scénario à... Ton père, il a volé à New York, hein. C'est un prince à New York. Oui, un prince à New York. Pardon, oui, non, il a volé le scénario d'abord à Art Coming to America, ouais. Et en fait, mon père avait travaillé dessus, effectivement, et
Buchwald a fait un procès à la Paramount et l'a gagné d'ailleurs. Murphy a un déclin assez énorme après plutôt Nash. Vous connaissez ce film? Oh là là. Bien avant le déclin. Ah ouais, ça a commencé avant, ouais. Ah, le Vampire de Brooklyn, c'était pas bon. Ouais, c'est vrai. Les Nuits d'Harlem, c'était pas exceptionnel. Et il a commencé à flancher au niveau de qualité des scripts, je trouve. Hein, plutôt Alors, les gens parlent d'un complot quand même. Hein. Les gens parlent d'un complot par rapport à sa boîte de prod. Il avait décidé de créer à l'intérieur de la Paramount sa boîte de prod en faisant ce qu'on appelle une boîte de prod très ethnique, comme un ethnic show, en ne faisant travailler que des blacks. Ce que tu as d'ailleurs dans les Nuits de Harlem, puisque tu as que des blacks. En fait, on te raconte une Amérique. Tu as les mêmes films comme une autre nouvelle black exploitation. Et les gens auraient dit à un moment donné, le pouvoir qu'il aurait pu prendre, on lui a un peu un petit peu on lui a un peu savonné la planche. Moi, c'est ce que j'avais lu un petit peu à l'époque. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre tournant de sa carrière, c'est qu'il a eu une mauvaise image en 97 quand il a pris ce transgenre dans sa voiture et il a dit que il était juste un bon samaritain qui l'a ramené chez lui. C'est vrai que par rapport à son public, ça lui a donné une mauvaise image, surtout qu'il était assez homophobe dans ses sketchs, dans Raw et dans ses shows en stand-up. C'est très bizarre cette histoire parce qu'il ne faisait pas des films sur les enfants. Je crois qu'il est passé à des films pour enfants, pas après cette histoire. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a un déclin par rapport aux films pour enfants, parce que c'est vrai que Dr. Dolittle, Daddy's Daycare... Moi, j'ai pas aimé The Nutty Professor. Ouais. Et l'année où il revient avec Dreamgirls, il est censé gagner l'Oscar du meilleur second rôle, mais il fait Norbit. Et ça, les gens lui pardonnent pas. Et il se grille à Hollywood. Mais là, il revient par Netflix avec, effectivement, Dolomite. Et il prépare apparemment un biopic de George Clinton, le créateur de Funkadelic et Parliament. Mais c'est pas à cause de ça qu'il a raté l'Oscar. Hein. C'est pas à cause de Nutty Professor. Hein. Non, c'est pas Nutty Professor, c'est Norbit. Norbit, c'est très bien. Oui, c'est à cause de l'histoire qu'il a eue avec une des Spice Girls, auquel il avait dit « Je n'ai pas reconnu l'enfant qui lui avait fait… » Enfin, comme on voit, il a pas mal de casseroles. Comme on voit, il a pas mal de casseroles. Et une mauvaise réputation de petit roi tyrannique sur les plateaux, à la grande époque de sa splendeur. Il a 61 ans aujourd'hui. Et il fait beaucoup d'impro, effectivement. Sur le plateau, on sent que c'est des sketchs. C'est un sketch après l'autre. Et c'est drôle, les films qui ont le mot Beverly Hills dans le titre. Vous avez vu Beverly Hills Ninja, Jeff? Le clochard. Oui, oh là là, avec Jeff Fahey. Non, pas Jeff Fahey, comme ça. Non, Chris Farley. Chris Farley, ouais. Et utiliser le clochard de Beverly Hills aussi. Avec Nick Nolte, son partenaire de 48 heures. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. Et Richard Dreyfus. On a fait le flic de Belleville en France. Tu sais que, Jeff, il y a eu 2 flics de Belleville. Il y en a eu un avec Tim Seat en téléfilm dans les années 90. Ah bon, je savais pas. Je savais pas ça. Qui avait été réalisé. Et il y a eu un autre, alors ça, faut m'expliquer, comment un mec qui a réalisé Indigène peut passer du flic de Belleville. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas l'appât du gain, peut-être. Eddie Murphy a refusé Ghostbusters pour faire le flic de Beverly Hills. Vous avez vu, c'était pour lui au départ, Ghostbusters. Parce qu'à la mort de Belushi, ça a créé tout d'un coup une espèce de vide aussi. Et Murphy a refusé. Et Slimer, le fantôme de Ghostbusters, c'est Belushi. C'est l'âme de Belushi qui revient hanter Ghostbusters. Bronson Pinchot, c'est un peu un ancêtre de Borat. Tu l'appelles Bronson ou Bronson? Comment tu l'appelles? Tu dis Charles Bronson, toi? Charles Bronson? Ah bah voilà, donc Bronson Pinchot. Bronson, il avait vu la porte Bronson de la Paramount. Donc il s'est appelé comme ça. Il s'est dit comment je peux m'appeler. Il avait un nom à la con, il paraît. Non, Charles Buchinski, c'est un beau nom. Buchinski, un nom ukrainien. Il a fait un tour en bagnole avec sa femme de l'époque. Il a dit c'est quoi ça? Mais la porte Bronson. Donc il dit je m'appelle Charles Bronson. Donc on va l'appeler Bronson Pinchot, quoi. Il était dans True Romance aussi. Ouais. Il était dans le clip Neutron Dance qui lançait le film. C'est ça aussi. Il avait un sketch génial. Tu l'as toujours avec les Pointer Sisters. Mais il est très drôle dans le rôle de Serge, effectivement. Il est très drôle. Il y a beaucoup de second rôles formidables. On voit Jonathan Banks qui deviendrait Mike dans Breaking Bad et Better Call Saul, qui était un merveilleux acteur. Qui s'est fait flinguer dans 48 heures au début. C'est ça. Il y a Ronnie Cox aussi qui joue Bogomil. Ouais. Il a fait Délivrance, Robocop, Total Recall. Et souvent, il mettait des vieilles gloires. Tu as John Saxon, Steven Berkoff. Steven Berkoff, quand même, on peut dire quand même que Steven Berkoff a tabassé Malcolm McDowell dans Orange Mécanique et s'est battu avec Barry Lyndon en duel. Oui. Non, mais Steven Berkoff, il a eu les 3 à la suite. Il a été le méchant de Octopussy, mais la même année. Hein. Le méchant de Octopussy, le méchant de Beverly et le méchant d'un Rambo, je crois, le 2. Incroyable. Et moi, je l'ai vu avec Catherine Yegel au Théâtre de la Colline. Il avait la pièce, c'est un grand auteur de théâtre, très trash. Hein. Ouais. Il y a des enfants
Il y a des enfants qu'on trucide sur scène et tout. C'est vraiment du théâtre anglais. Et je l'avais rencontré au Théâtre de la Colline où moi, j'avais fait un petit peu de technique quand j'étais jeune. Et je l'avais vu, j'ai dit, mais c'est le mec du flic de Beverly Hills. Je lui avais dit, il m'avait poussé comme ça. C'est drôle parce qu'en interview, il déteste le film, curieusement. Et j'ai trouvé qu'il est assez beau. Il ressemble presque au frère pas cool de Paul Newman, tu as vu, par moment, avec ses beaux yeux bleus. Et par qui il est doublé? Bouzoufi. Edgar Gilles. Bouzoufi qui fait un travail énorme sur Steven cool. Berkoff. Ah, étonnant, je savais pas, ouais. Le duo de flics qu'ils lui mettent, John Ashton, on le voit pas dans le troisième. Là, il a dit le script n'est pas très bon. Le mec, il a fait quand même King Kong 2, tu vois, live. Ah ouais, le flic de Beverly Hills, c'est pas bon, le 3. J'ai lu une trivia sur IMDb, je sais pas si c'est vrai, mais il faut que je vous la dise parce qu'elle m'a fait rire. Il paraît qu'en fait, pour se débarrasser de Stallone, Don Simpson lui aurait envoyé une espèce de truc qu'il devrait faire en Europe à produit pour l'érection, pour avoir une super érection. Et il serait parti faire un test en Europe et ils auraient profité pour engager Eddie Murphy dans son dos. Ça m'a fait rire. Aussi, tu vois tes trivia, mais... Non, mais la seule trivia que j'ai lue qui était intéressante, c'est que le commissariat de Beverly Hills, il ne ressemble pas du tout à un commissariat. On se croirait dans le vaisseau de Star Trek. Exactement. Il paraît que c'était Martin Brest qui avait travaillé sur War Games et qui avait travaillé sur tous les décors et qui avait récupéré son décor à lui. Et le NORAD, là, quand ils sont dans War Games en train d'essayer d'arrêter la Troisième Guerre mondiale nucléaire, il avait fait du commissariat de Beverly Hills une espèce de zone de contrôle, de régie finale. Exactement, on dirait un magasin Apple, alors qu'effectivement, ça n'a rien à voir. Et c'est drôle parce que tu parles de Martin Brest, quand il parle, dans le commentaire sur le film, quand il parle de John Ashton et Judge Reinhold, il les compare à Laurel et Hardy, et c'est très évident. Et ils m'ont fait penser aussi aux Keystone Cops. Vous connaissez les flics Keystone? Non. C'était les flics qui poursuivaient Laurel et Hardy et tous les comiques, tu sais, qui étaient à l'accéléré, qui n'arrêtaient pas de se péter la gueule et qui étaient tout à fait incompétents. Et il y a un peu ça chez eux aussi, ils ne sont pas très doués. Mais ils sont aussi très, très, très soutenus par la musique parce que la scène du repas avec juste avant la banane, la scène où Bogomi ne sait pas s'il va y aller avec sa musique de Faltermeyer. Ouais. S'il n'y a pas ça, je te jure, c'est des scènes qui sont vraiment. C'est on est en planque avec eux, on se fait chier, quoi. Voilà. Il y a une histoire qui m'a intéressé sur Eddie Murphy, c'est que tu sais qu'il a un body double, Eddie Murphy, surtout récemment, et qu'en fait, à part dans les gros plans, c'est jamais lui. Wesley Snipes, c'est pareil, tu regardes Blade 3, et à chaque fois qu'il y a un personnage qui court de loin, ils ont un mec dans la vie qui est leur sosie et qui fait tout. Ouais. Ah ouais, sauf que le mec, c'est pas le sosie. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée? Ouais, il y a des moments où c'est un peu raté. Le mec, on dirait Eddie Murphy dans Professeur Folding, quoi. Il n'a rien à voir avec la tête d'Eddie Murphy. Mais déjà, tu as vu, quand il traverse la vitre à Beverly Hills, c'est pas du tout Eddie Murphy, c'est un mec avec une perruque. Ah bon? Mais attends, t'es sûr de ça? Ah, j'en suis sûr. Tu regardes, c'est fait en 2 plans. Et le moment où il passe la vitre, le moment où il passe la vitre, c'est un cascadeur. Et le contre-champ, c'est Eddie Murphy dans un petit tas de sucre. Et un truc, j'arrive pas à comprendre, en fait. Mais pourquoi ils sont chez eux, les mecs? Pourquoi ils cassent la vitre? Ah oui. Pour lui faire un délit. Pour destruction de biens matériels dans un truc, si on le jette comme ça, c'est pour l'arrêter. Bravo. C'est défend le film. Vous savez pas si vous avez remarqué dans la première scène, la scène de cascade là, les bagnoles de police, ce sont les bagnoles de police de Kojak des années 70. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir le stock de bagnoles des années avec des gyrophares énormes, tu sais, le mono gyrophare que tu as dans le Kojak des années, mais vraiment de French Connection des années 60. Et en fait, ils ont dû dire, on vous les vend pour ces vieilles bagnoles, on vous les vend. Et tu vois le public derrière qui voit de tonnes de bagnoles se faire écraser. C'est très bien fait cette scène. Mais ça, c'est l'héritier des Blues Brothers ou du Cannonball Run ou de Cours après moi, shérif. C'est l'humour mécanique. Dans le 1 et le 2, c'est vrai, il y a beaucoup de cascades de bagnoles et ça m'a fait penser aux Blues Brothers. C'est vrai. C'est exactement, mais c'est la bande de Glenn Randall et l'autre là qui était celui qui passe sous le celui qui a fait ça, celui qui passe sous le camion des aventuriers là, Terry Leonard. Voilà, c'est cette bande là. C'est des brutes. Ça casse de la bagnole et si tu regardes bien les films, tu regardes les Blues Brothers. Quand les bagnoles s'entrechoquent, il n'y a pas de mec dedans. Ils les envoient sur les tremplins sans conducteur. Sans conducteur, c'est assez décevant en fait. C'est drôle. On voit également brièvement Paul Reiser. Ah, qui est très bien, qui faisait un méchant extraordinaire dans Aliens. Comment il s'appelait? C'est pas difficile. Vas-y. Comme il était dégueulasse, il s'appelait Burke. Ah oui, c'est vrai. Et il jouait dans la série Mad About You. Mais vous avez vu, moi ce personnage de flic qui arrête pas de se faire remonter les bretelles par son supérieur comme dans Starsky et Hutch, c'est un gros cliché, ce personnage de
patron de la police, il n'arrête pas de l'engueuler, mais il fait penser aussi à Martin Riggs, à Mel Gibson dans les Lethal Weapon. Il fait beaucoup penser à John McClane, à Bruce Willis, en particulier quand il arrive à Beverly Hills, et ce clash entre New York qu'on voit dans Piège de cristal, on le retrouve ici 3 ans avant, et même Pretty Woman aussi, quand elle est à Beverly Hills et qu'elle fait ses courses et qu'on la traite comme de la merde, c'est la même chose aussi, c'est la même ficelle. Et cette vieille bagnole qui gare avec ce sac, ce baluchon dégueulasse à qui on dit tu ramènes-le, et qui pique des peignoirs, on est vraiment là dans Pretty Woman, t'as vraiment la... Exactement. Il paraît que le flic, l'impro là, parce que le plan est génial, ce flic est un vrai flic de Détroit qu'ils ont engagé, qui joue le capitaine Todd, qui apparemment a été un père de substitution à Eddie Murphy. Quand il s'éloigne en dandinant du cul, il paraît que c'est une impro quand Eddie Murphy lui dit « T'as le plus beau cul du commissariat !» Excuse-moi. Je sais pas comment les mecs l'ont pris après derrière. Mais c'est un truc qui me fait marrer, moi. Comment un type peut se laisser... Un mec a dû être flic, a dû arrêter je sais pas combien de personnes. Il a dû convoquer tout son commissariat pour le voir. Et le mec s'est fait insulter, quoi. C'est génial. Moi, il est très touchant, cet acteur. Mais tu sais, cette tradition de ce type qui arrive à Beverly Hills, cet outsider... C'est ce qu'on appelle en Amérique les snobs contre les slobs. Slobs, ça veut dire les crados. Et on avait ça un petit peu dans National Lampoon Animal House, tu sais, American College, où tu avais tout d'un coup Belushi qui représentait ces slobs et qui était contre les fraternités américaines, qui sont ces gens de Beverly Hills, si tu veux. Donc ça, c'est très apprécié. Et Bill Murray l'a fait beaucoup aussi dans ses premiers films comme Meatballs ou Stripes. Et James Russo, tu as vu, fait son copain. Un bon acteur. Qui joue Bugsy, je me rappelle, dans Il était une fois d'Amérique. Ouais. Il fait souvent des mafiosi. Il était dans Donnie Brasco aussi. Là, voilà, la qualité du film, et ça, c'est de dos à Matt Greenberg, tu l'auras pas chez Tony Scott, ça. Parce que c'est filmé très serpico, cette scène. La scène d'amitié, là, entre les deux, qui installe le film et qui explique pourquoi, vraiment le plot, en fait, qui explique pourquoi il va à Beverly Hills, est une scène magnifique, où il dit qu'il avait volé une bagnole et que, je sais pas si tu te rappelles, Jeff, au début. La scène, elle est sublime. La scène d'amitié. Après, bon, chez lui, il se fait tuer dans le hall de. Voilà, d'ailleurs, il manque une scène où on ne voit pas Eddie Murphy se faisant assommer. On ne comprend pas pourquoi il n'intervient pas. Et Martin Brest, ils n'avaient pas les moyens, parce que c'est finalement pas un film avec un énorme budget. Ils n'ont pas eu les moyens de tourner la scène où Eddie Murphy se cogne la tête contre un mur ou quoi que ce soit. Il ne peut pas aider son pote. Mais il le frappe, non? Le gars, il l'assomme. Il l'assomme aussi. Ouais, mais je veux dire, c'est pas très bien fait. Ah non, parce que le mec, il assomme Eddie Murphy, son pote, il se prend 2 balles, il se réveille même pas. Bon, il n'a pas assommé au point de le tuer, il l'a pas mis dans le coma. Oui, puis surtout, pourquoi il tue pas Eddie Murphy tout de suite? Il laisse pas de témoins en général. Tu sais. Mais c'est ce qu'il dit. J'aurais dû te tuer dans le film, il le dit. Voilà, mais c'est pas parce que tu as une volonté d'auteur, c'est pas parce que tu le dis après que ça enlève la volonté d'auteur. Mais non, mais là, dans le film, il le dit très bien. Il dit, ce sont des professionnels. Il dit Todd. Et Eddie Murphy, il dit pourquoi? Sinon, il t'aurait tué, espèce de connard. C'est ce qu'il lui dit à un moment donné. Ouais, mais des professionnels, ils n'auraient pas laissé un mec derrière comme ça. Je veux dire, d'ailleurs, ça va être un problème pour eux par la suite. Victor Maitland, je trouve qu'il ressemble à Anthony Hopkins, vous ne trouvez pas? Oui, tout à fait. Tu as raison dans sa façon de. Ouais, tu as raison. Ouais. Et souvent, dans les 3 films, ils ont pris des acteurs avec des gueules, des vieilles gloires, style John Saxon. Ils ont pris. Il y avait cet acteur allemand, là, Jürgen Prochnow. Ouais. Et savoir qu'il sortit quand même le gars du tournage de Terminus avec Johnny Hallyday. Il est allé sur le film de Beverly Hills 2 derrière. Et dans le 2, il y a aussi Dean Stockwell. Ouais. Ah putain. Et Dean Stockwell qui est doublé par Claude Giraud. Ouais, Claude Giraud, mon idole. Claude Giraud, qui a un point commun avec Catman, il s'est fait enlever boulevard Saint-Germain devant chez Lippe. Exactement. D'ailleurs, quand je tournais vers Marca, j'ai dit mais c'est là qu'ils ont tué Claude Giraud. On peut pas l'enlever. Mais Claude Giraud qui fait la voix de Redford et d'Harrison Ford dans le premier Indiana Jones et qu'on n'a pas pris après derrière, qui a une voix mais sublime. Moi, j'ai été bercé par Ulysse 31 par lui. C'est un acteur. Et vous avez vu, il a une moustache très fine, Eddie Murphy, comme Patrick Devers ou comme Prince. On l'appelle dans le métier l'anti-Sam Elliott. Et qu'est-ce qu'il dit sur la moustache dans le film? Je sais plus. Oui, si, parce qu'il est censé être devenu un homme avec cette femme. Non, mais ça fait miner, non, ça fait poulet ma cocotte. Il me dit ça juste. Mais tu as vu, il a aucune histoire d'amour avec cette femme. Pareil que Denzel Washington, qui n'a pas d'aventure avec des femmes blanches. Touche pas à la femme blanche. C'était à l'époque, ça s'est amélioré avec. Ça a démarré avec le premier. Jungle Fever, Wesley Snipes. Et un petit peu, ça a commencé avec. Devine qui vient dîner ce soir, Sidney Poitier. Non, mais il faisait rien, on les voyait pas. Mais s'embrasser vraiment, ça commence avec Bodyguard. Mais c'est la Black qui va draguer Kevin Costner. Ça commence là. Ils ont des coiffures étonnantes, ces femmes des années 80. Mes femmes jusqu'au bout des seins. D'abord, ils ont tous une énorme veste comme David Byrne dans Stop Making Sense. Ah oui. Et le fashion des années 80. Mais Murphy est pas très démodé dans son look, avec son Teddy et ses Adidas. Il a un look assez moderne qui préfigure un petit peu le rap aussi.
parce que c'est quand même ces 3 ans avant le gangster rap qui naîtrait à South Central. Et la prison avec la cabine téléphonique, oui, il a commandé une pizza, là. Moi, c'est le truc qui m'avait fait rire quand j'étais jeune. C'est vraiment il n'arrête pas de dire, mais c'est génial d'être arrêté, quoi. Mais Murphy joue bien, parce que tu as vu, même dans les scènes où il est sérieux, avec la mort de son copain, il joue très bien, et on regrette qu'il n'ait pas fait plus de rôles sérieux, comme Peter Sellers, qui n'a fait que Being There, et on voudrait que Murphy... De finesse, il n'a jamais fait de rôle sérieux. Il n'était pas capable de le faire. Mais son film le plus sérieux, pour moi, c'est L'aile ou la cuisse. On a dit qu'il était génial. Son rôle avec Coluche, l'échange qu'il avait avec Coluche en disant tu sais, raté comme toi, papa, je voulais... Moi, cette scène me bouleverse, parce que c'est vraiment la transmission de deux comiques. Qu'est-ce que tu en penses, Jeff, lorsque toi, tu es vraiment féru de ces films-là? Ouais, sur L'aile ou la cuisse, il y a des photos où De Funès est déguisé en clown. Donc, c'est dommage. Parce que De Funès, on ne le voit pas déguisé en clown dans le film. On ne le voit pas du tout déguisé en clown, mais c'est terrible. Je me rappelle des photos, ouais. Et c'est un rôle qui a refusé Pierre Richard et qui est arrivé à Coluche. Je comprends pourquoi il a refusé Pierre Richard, en fait, plus tard. Parce que, comme il avait pris un bide avec le jouet, il croyait que c'était... Parce que Pierre Richard sort de Zidi qui cartonnait, tu vois, à l'époque, les moutardes, là, les échalotes et autres grands blonds. C'était vraiment du 4-5. Et là, il arrive, il fait un 2, donc il a eu peur, je crois, à mon avis. Revenons à nos moutons, c'est un film pour les enfants, Beverly Hills quand même, le flic de Beverly Hills, et on voit des seins, on est dans un strip club, t'as vu, avec la formidable musique de Vanity Six, Nasty Girl, c'était une autre époque ça aussi, hein. Il parle de beat d'ailleurs. Mais il parle pas de drogue, t'as vu, moi je sais pas pourquoi Victor Maitland est méchant. Mais si, il y a la cocaïne quand même. Et on ne la voit pas, c'est ça Mais si, on la voit dans le café, Jeff. Non, on la voit pas. Il explique. Non. Moi, si, puisqu'il y a même la scène ridicule qu'il y a dans tous les films où Murphy en prend un petit peu sur son doigt et se le met dans la bouche. Ça, j'adore. Ah oui, c'est la scène. J'adore ça. Il y a les deux trucs. Il y a les deux trucs géniaux. Moi, je voudrais en faire un sketch du flic un peu qui gueule en disant tu as 48 heures pour montrer les trucs, donnez-moi 24 heures. J'ai eu le préfet qui m'a appelé et mon super me doit des comptes. Et la scène du truc, comme tu dis, où. C'est ça. Ou alors, rendez-moi votre badge et votre flingue. C'est qu'on pose sur la oui, mais voilà. Faites-vous un suppositoire à cette branche comme dans l'inspecteur. Ou le cliché le plus ridicule qui est dans Cobra d'ailleurs, c'est quand on introduit le héros par ses bottes ou par ses chaussures descendant d'une voiture. Avec le commissaire qui dit. Tu n'as pas les bonnes méthodes, tu es un marginal, c'est vraiment des trucs comme ça. C'est toujours le bon flic, mais qui doit transgresser. Et attends, Jeff, le cliché le plus ridicule, c'est qu'à chaque fois que des flics comme dans L'Arme Fatale ou comme Eddie Murphy là sont dans un endroit en train de se détendre ou de boire un café, il y a tout d'un coup des gens qui dévalisent un supermarché ou qui arrivent comme dans la boîte de nuit pour voler tout, et ils sont parfaitement au bon endroit au bon moment, t'as vu? Ouais. Mais comme c'est Dirty Harry, hein, quand il prend son café tranquille. Exactement. Deux fois, l'inspecteur. Do you feel lucky, punk? Well, do you? D'ailleurs, ils font un clin d'œil, en plus des affiches qu'a Rosewood chez lui. À un moment donné, il sort un putain de flingue dans le 2, là, tu sais. Ouais. Il sort son petit. Et là, il sort un Smith & Wesson qui mesure 1 mètre de long. Et il lui dit tu commences à avoir la tête, mec, tu te prends pour Clint Eastwood. Ouais, c'est ça. Mais dans le 2, la façon de. Très macho, la façon de flinguer à la fin. Leslie Nielsen. Non, pas Leslie Nielsen. Brigitte Nielsen, excuse-moi, je déraille. C'est un peu trop macho, c'est un peu trop rapide. On n'a pas la vraie bagarre comme dans tous les films d'action body où tu as quand même la grosse bagarre entre le méchant. Là, ça se finit toujours un peu en eau de boudin. Là. Même la dernière baston avec Eddie Murphy. Mais l'action, comme je disais, n'est pas très bien filmée. Mais il y a un truc qui est bien fait aussi quand même et qu'on voyait dans les Blues Brothers, c'est quand il arrive dans ses restaurants huppés, ses hôtels, etc., ses clubs privés. Vous vous rappelez la scène des Blues Brothers où ils étaient dans le restaurant et Belushi disait combien pour vos femmes? La scène préférée. Ouais. Tu sais qui joue le serveur? Non. Pee Wee Herman. C'est vrai. C'est sûr que c'est là? Ah oui. Ah oui, t'as raison. Tu ne mets pas ton doigt devant ta bouche quand tu parles, Jeff, parce que déjà, on a du mal à t'entendre avec ton micro pourri. Non, mais c'est le trompettiste de Nougaro, là, qui était dans les Blue Brothers. Mais... Le Nougaro de Londres. C'est la scène où il se jette des crevettes, là, dans les Blue Brothers, où il y a ce type qui dit « Changez-moi de table, ça sent mauvais ». Et l'autre, il se tourne avec cet accent un peu robeux, fait par l'acteur Jacques Dinam, qui lui dit « Combien pour ta femme? Combien tu me donnes pour les deux ?» Ça, c'est le truc vraiment du... On n'a pas parlé de comment il s'appelle, du chef-op, qui est Bruce Surtès, qui est le fils de Robert, qui est du plus grand chef-op, qui a fait des westerns incroyables. Robert Surtès, qui avait fait des films avec David Lean. Vraiment, tu vois, c'est vraiment des grosses familles. Quand tu vois sa photo, tu te dis, tiens, c'est pas... Qui avait fait des films avec Eastwood, qui avait fait des inspecteurs Harry. Tu te dis pas, sa photo, elle est géniale, quoi. Ah, c'est pour ça que je connais son nom, effectivement. C'est un nom qui ne m'était pas inconnu et c'était
Un vieux de la vieille. C'est des des vieux de la vieille de grands chefs-op. Ouais, t'as vu quand ils se mettent à torturer Axel à la fin, ils lui envoient juste des petits coups de poing dans le ventre. Ça aussi, c'est un cliché parce qu'on veut pas abîmer la star, on veut pas... alors que normalement, ils commenceraient à lui mettre une gégène sur les couilles. Mais t'as Beverly Hills, ils sont très polis. Hein. Ouais, on a vraiment les cols blancs qui sont méchants, mais vraiment, ils sont. Même les malfrats sont polis, effectivement. La maison de Maitland, surtout l'extérieur, ressemble à celle de Tony Montana, un petit peu. Say hello to my little friend à la fin de Scarface. C'est la phrase. Tu sais quoi, je te souhaite pas de mourir, hein, mais tu devrais la graver sur ta tombe comme. C'est parce que tu l'as. Ah oui, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis la chemise de. T'as mis sa chemise hawaïenne. Non, on dit que la maison de Maitland a été utilisée dans Commando. Moi, j'avais eu une trivia là-dessus. C'est possible. En tout cas, ça m'a fait penser à cette maison de Scarface qui est à Pasadena. Mais l'intérieur est plus modeste que celle de Tony Montana. Et tu as vu, comme d'habitude, les méchants tirent incroyablement mal. Encore un cliché où les gentils arrivent à courir plus vite que les balles. Et tu as le mur derrière eux qui est zébré, tu sais, de balles. Et ils sautent à la dernière minute derrière un petit pot de fleurs. C'est le cahier des charges des films des années 80, ça, de toute façon. Ouais, alors qu'eux tirent très bien. Tu as vu, Murphy tire un coup, il y a 3 mecs qui tombent. Les mecs, ils arrosent comme des malades. On a l'impression que c'est l'armurier qui a payé la moitié du film. Tu vois, je veux dire. Les mecs, ils utilisent des balles pendant des heures. Ils se font doucher. Il n'y a pas une balle qui reste. Et dernier cliché, le héros qui reçoit une balle dans le bras aussi. Ah oui. Juste une égratignure. Et la scène de comédie, mais ça, c'est que Martin Brest qui peut faire monter qui fait traiter les films. On est presque chez les Jonathan Jennifer Hart, Bogomil qui ment à la fin contre l'autre. J'y ai pensé, mais c'est justement paradoxalement et bizarrement ce moment où c'est censé s'accélérer un peu à la fin que ça traîne un peu en longueur. Parce que le film fait 1h45, tu sais, comme disait Billy Wilder, les comédies après 1h30, ça compte double les minutes. Ouais, et on a un petit peu ça. Mais c'est vrai que, heureusement, Murphy est là pour rehausser tout ça. Ma scène préférée de Murphy, c'est le... Parce que j'aime beaucoup le 2, moi. C'est la première scène du 2 par rapport au mec du camion qui avait dit « Je ne parle pas à ce mec, c'est pas un bon musulman. » Je ne sais pas si tu te rappelles, Jeff, dans le... Il dit « Mais si, je le connais, il m'a déjà fait le coup du camion il y a 3 ans. » « Mais non, je ne connais pas ce mec-là. » Il y a du revival avec la Ferrari qui prête à Paul Reiser. J'ai beaucoup aimé le début du 2, moi. Et j'ai cru que, tu vois, je veux dire, il y avait un côté très, très bien foutu, même dans l'action. Les scènes d'action sont très bien filmées dans le 2. Parce que Tony Scott est un meilleur metteur en scène d'action, sans nul doute. Tony Scott, c'est un génie. Ouais. On a beaucoup parlé de lui à l'occasion de Man on Fire. Moi, le meilleur film de Tony Scott étant Le Dernier Samaritain. Voilà, c'est vraiment le film. Tu connais, Jeff? Moi, je dirais trop romance, mais bon, après, chacun son truc. Il y a trop, mais le Dernier Samaritain. Moi, c'est Enemy of the State. Hein? Oh non. J'adore. Lequel? Enemy of the State, parce que Gene Hackman reprend son rôle de la conversation. Oui, mais c'est un film. Et tu as Jack Black et Seth Green dans des méchants hackers, des méchants nerds. Ah, et puis il a fait des bonnes petites dubs que j'aime bien, style Vengeance, Revenge avec. Oh, j'adore ce film, il passe avec Anthony Quinn, super film. Merci mes cinébuddies pour ce voyage rempli de gags et de rebondissements dans les rues de Beverly Hills. Vous fûtes exemplaires et recevrez chacun une médaille pour bons et loyaux services. Mais avant de nous quitter, j'évoquais en début d'émission certaines similitudes entre vous. Il y en a une autre, votre maîtrise parfaite de l'anglais. Donc, je voudrais vous demander, si possible, que vous fassiez la promotion, mais en anglais. Donc, je vais vous dire la phrase et vous allez la répéter. On va commencer par Jeff. Alors, Jeff, tu vas dire, si possible, « Don't forget to like, subscribe, rate and review. » Don't forget to like, subscribe, rate. And review everywhere you get your podcasts. C'est pour Atman. And review everywhere you get your podcast. Bravo. Atman, tu vas nous dire aussi plus 5 stars and a good review on iTunes. Plus 5 stars and a good review on iTunes. Voilà. Et Jeff, tu vas terminer par to help the show. To help the show. Voilà. Et Atman, si possible, tu auras des points bonus si tu le fais en anglais avec la voix de Charles Gérard. Pourquoi je ne fais pas Eddie Murphy? Eddie Murphy, c'est ça dans l'invité, mais non, tu parles comme ça. Mec, t'es un connard, mec. T'as une face de bidet, mec. Alors d'accord, tu vas dire avec la voix d'Eddie Murphy, mais en anglais. And don't forget to subscribe to Abracadapod YouTube channel. And don't forget to subscribe Abracadapod YouTube channel. Et Jeff, tu finis en anglais. With Roman Lenoff, fantastic videos. With Roman Lenoff, fantastic video guy.
Comme disait l'autre, t'as trop traîné avec ce blanc. Merci les amis pour nous avoir enfin ouvert le marché anglo-saxon. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, vos noms et vos phrases signatures. Jeff Domenech, flic et voyou. Atmen Khelif, va lui chercher un café et couvre-moi ce chemisier. Avec ses poils, on a envie de les gratter. Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et Cinechat signing off. Et maintenant, vous connaissez la chanson Fuck the Police de NWA? Non. C'est une chanson très célèbre de NWA, un groupe de gangster rap. Mais est-ce que vous connaissez la version originale? Non. J'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée, et la marée chaussée. Oui, je la connais cette chanson. Je crois que c'était dans l'Assassin Habite 21. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinechat. Tu peux garder tes lunettes, Jeff, hein, c'est pas grave, c'est pas comme... C'est pour mon fan club. Ah ouais, non, ouais. Ouais, moi je les garde mes lunettes, je suis désolé. Ouais, mais je devrais peut-être mettre une paire aussi, ça fait plus sérieux. Ok, c'est parti.